Tous les produits étrangers qui entrent aux États-Unis écopent désormais d'une surtaxe de 10%. Alors là, c'est le même tarif pour tout le monde. L'escalade de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump qui continue. Jusqu'où ira-t-elle et comment réagissent les marchés? On en parle avec notre invité Christopher Dembick. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, économiste et conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Tous les produits qui entrent aux États-Unis, déjà surtaxés de 10%. Est-ce qu'on peut percevoir un début de panique sur les marchés ou pas ? Alors oui, très clairement, on a eu jeudi et vendredi 2 sessions de marché qui étaient extrêmement négatives, avec des baisses, pour vous donner un ordre de grandeur, qu'on avait connu notamment lorsqu'on a eu le confinement mondial et que tout le monde était bien sûr surpris par le coronavirus. Donc ça vous montre l'ampleur quand même de l'inquiétude. Trump finalement n'a pas complètement pris au dépourvu les marchés, puisqu'évidemment dans sa campagne il évoquait ses tarifs douaniers. Simplement lorsqu'on entre dans le détail, c'est bien plus mauvais que prévu et comme vous l'évoquiez juste précédemment, vous avez déjà eu des États qui ont mis en place des mesures de représailles, en l'occurrence la Chine. Donc il y a vraiment cette crainte de renouer avec une guerre commerciale assez brutale qui ne peut qu'à court terme en tout cas avoir des effets négatifs. On sait que la guerre commerciale c'est à minima inflationniste, ça veut dire un ralentissement de la croissance. Après, peut-être le point qui est important, c'est qu'il faut aussi se garder, on est dans une période de panique et d'hystérie sur les marchés, il faut en revanche se garder de tomber dans certains écueils un peu faciles, il n'y a pas de risque de récession à l'instant T, on n'est pas sur un risque d'emballement de l'inflation, donc il faut aussi garder raison. Mais pour une raison toute simple, c'est que pour l'instant, l'Union européenne n'a pas encore décidé des mesures de rétorsion, ce qui signifie qu'on ne sait pas encore quels sont les produits américains qui vont nous coûter plus cher parce qu'on va riposter en les taxant aussi. Complètement. Vous avez 2 aspects. Le premier, c'est que l'Union européenne se laisse le temps d'éventuellement négocier. Sur les tarifs qui ont été annoncés le 2 avril, l'Union européenne prévoit des mesures de représailles simplement à la fin du mois. Donc ça laisse concrètement quasiment un mois complet pour commencer à négocier si c'est le cas. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne, systématiquement, lorsqu'elle met en place des mesures de représailles, pense aux consommateurs européens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va toujours mettre en place plutôt des représailles commerciales sur des produits où on va trouver des produits de substitution. Je vous donne un exemple très concret. Lorsqu'on avait eu le premier mandat de Trump, vous aviez eu en mesure de représailles sur le jus d'orange de Floride. Concrètement, ça n'a pas impacté le consommateur parce qu'on a finalement importé davantage de jus d'orange d'Espagne. Et ça veut dire aussi, si je vous écoute, que dès lors que Donald Trump a décidé de nous taxer, nous on taxera moins. Nous, on taxera effectivement moins parce que l'Union européenne a conscience, ne veut pas déjà aller dans un bras de fer, elle n'a pas la même approche radicale que l'administration Trump, c'est très clair, et a surtout conscience qu'à la toute fin, tout le monde y perd. Alors certes, vous pouvez mettre en place des mesures de représailles à l'égard de certains produits américains, typiquement, je sais pas, les jeans Levi's ou encore les Harley Davidson, c'est symbolique, mais l'objectif, c'est aussi d'éviter que votre consommateur national, le consommateur français, ne soit vivement impacté dans un contexte où il faut être bien clair, la croissance en Europe est plutôt faible, vous n'avez pas de pouvoir d'achat énorme, donc il faut à tout prix préserver le consommateur français européen. Mais quand je vous écoute, ça veut dire quand même qu'on préfère négocier, on ne veut pas riposter trop fort pour ne pas brusquer qui que ce soit et pour ne pas aggraver l'inflation. Ça veut dire qu'en plus on sait que notre croissance n'est pas terrible contrairement à celle des États-Unis. Ça veut dire qu'en gros on va négocier en position de faiblesse. Oui, mais la réalité, c'est que l'administration Trump a conscience de cette position de faiblesse, d'où le fait qu'ils mettent en place des tarifs douaniers qui sont objectivement très prohibitifs. Alors nous, les Européens, on est un peu plus préservés, mais vous avez des États en Asie qui font face à une représaille tarifaire de plus de 60-70%, ce qui est juste impossible à gérer. Simplement, l'administration Trump a parfaitement conscience que les autres États sont plus faibles que les États-Unis, parfois beaucoup plus, et qu'ils n'ont pas d'autre choix finalement qu'à un certain stade de négocier. Alors oui, il y aura des mesures symboliques de rétorsion qui seront mises en avant par les Européens, parce que c'est le jeu politique, j'oserais dire, le jeu diplomatique. Mais la réalité, c'est que la Commission européenne qui travaille sur ces mesures-là, elle va être extrêmement attentive pour éviter que ça n'entraîne très durablement à la baisse la croissance en zone euro. On est sur une croissance autour de 1%, c'est quand même très très faible. Et surtout, à part l'Allemagne, il n'y a quasiment pas de pouvoir d'achat au niveau européen. Donc cet objectif-là, c'est vraiment d'éviter une boucle infernale qui, vous pouvez riposter, mais à la toute fin, vous serez tout aussi victime que le pays que vous visez. Mais revenons maintenant sur la France. Le secteur des vins et spiritueux est très inquiet parce qu'il exportait beaucoup vers les États-Unis. L'industrie laitière également est inquiète. Cela, comment on peut les aider ?
Alors très clairement, c'est sûr que c'est des secteurs qui vont être longtemps impactés par les tarifs douaniers, puisque c'est des secteurs soit symboliques, soit du côté de la production laitière. Donald Trump souhaite plutôt avantager tout simplement les agriculteurs américains, donc ça va être durable, ça va être très dur de faire marche arrière sur cela, ce qui veut dire que si on ne peut pas avoir des concessions américaines à ce niveau, il faudra à un certain stade envisager des mesures d'urgence. Donc concrètement, ça veut dire compenser les pertes éventuelles. Il faudra que la Commission européenne et les États membres, y compris la France, donc mesure l'impact. Dans quelques mois, ce sera assez perceptible, je pense, sur les entreprises. Il faudra certainement plus miser quand même, malgré tout, sur le secteur agricole qui est déjà quand même en difficulté. Donc, il n'y a pas de surprise à cet égard. Mais il faut avoir conscience qu'on devra avoir des mesures d'urgence pour certains secteurs, des subventions qui peuvent être d'ailleurs durables, puisque si les tarifs douaniers, ce qui est probable, ne disparaissent pas du jour au lendemain, on parle certainement de plusieurs années d'aide. J'ai une autre question pour vous, parce que c'est une petite musique qui recommence à monter. C'est un débat explosif en France. On a de plus en plus de mal à exporter vers les États-Unis, qui était un gros marché, puisque c'est taxé, donc ça coûte plus cher, on vendra moins. Le patron du MEDEF a appelé à ce qu'on se donne la chance d'exporter dans d'autres régions du monde, et pourquoi pas, tiens, en Amérique du Sud, où l'Union européenne avait négocié un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Est-ce que la guerre commerciale lancée par Donald Trump va nous pousser, nous Français, à notre corps défendant, à accepter les accords de libre-échange avec le Mercosur pour au moins arriver à écouler ce qu'on peut en spiritueux et en lait, par exemple, du côté de l'Amérique latine? Alors, je comprends la position effectivement du patronat qui est assez logique. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une opposition politique qui, à mon avis, ne va pas être levée du jour au lendemain. Les accords commerciaux de ce type-là, de libre-échange, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Mais ensuite, il faut avoir conscience qu'il y a des négociations. Sur le Mercosur, c'est déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Ça ne va pas changer, à mon avis, du jour au lendemain. Et c'est illusoire de dire qu'on va pouvoir conquérir de nouvelles parts de marché, notamment en Amérique latine ou éventuellement, par exemple, en Asie. Je pense qu'il faut être très réaliste. Aujourd'hui, les entreprises françaises, elles doivent plutôt peut-être regarder, et d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'elles font habituellement, sur les marchés européens. Donc là où déjà on a une capacité, on n'a pas de problème avec le taux de change, c'est l'euro, et on n'a pas de problème avec les barrières douanières. Vous avez un pays aujourd'hui pour une entreprise française, notamment plutôt une PME, on va dire, qui peut être intéressant, c'est l'Allemagne. Finalement, les PME françaises sont très peu présentes en Allemagne. Vous avez un marché de 89 millions de consommateurs où vous avez du pouvoir d'achat. Alors certes, c'est des consommateurs exigeants, mais qui ont l'avantage d'être fidèles si la qualité est au rendez-vous. Très généralement, il faut bien rappeler que nos PME quand même commercent surtout en France ou un peu au niveau de l'Union européenne. Regardons du côté de l'Allemagne, c'est moins risqué, c'est plus réaliste. L'Amérique latine, c'est très bien, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc, c'est un processus de très long terme qui ne compensera pas les tarifs douaniers actuels. Merci beaucoup pour cet éclairage toujours passionnant. Christopher Dembick, économiste et conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Mon petit doigt me dit qu'on sera amené à se reparler dans les semaines qui viennent, je pense. Si vous le voulez bien entendu.